Apparemment, Boris Johnson, il aurait dit « laissons s'accumuler les corps » par rapport à la crise du Covid. Et les Anglais sont hyper choqués. Ouais. Alors que Macron, il dit « Nous avons assumé cette stratégie de vivre avec le virus, y compris face à un haut niveau d'incidence supérieur à celui de nos voisins. » C'est la même chose, il laisse mourir les gens. Oui, mais c'est mieux dit. Voilà. C'est l'ENA, ça. Bon, l'armée, les généraux, là, on est où, là? En fait c'est fini, on soigne plus les lancements. Non, mais le truc, là, les bidasses en folie, là, on en parle? Mais c'est pas ça un lancement. Bah vas-y, fais ton lancement si t'es si malin, toi. La polémique ne désemplit pas, les signatures s'accumulent sur cette tribune sulfureuse publiée par l'hebdomadaire controversé Valeurs Actuelles. En cause, un ballon d'essai à couteau tiré auquel la ministre des Armées Florence Parly a réagi dans une série de tweets lapidaires, mais néanmoins jugés tièdes par certains, dont le patron des Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Le député des Bouches-du-Rhône s'emporte comme à son habitude et va jusqu'à parler de généraux factieux. Reportage. Déjà, il n'y a pas de reportage et c'est nul à chier. Nul à chier, je vais le faire. Bon alors les fachos, ça veut putcher? Ça veut faire tomber la République? Alors ça tergiverse sur les plateaux, cette tribune-là, est-ce que c'est une vraie menace? Est-ce que c'est un avertissement? Est-ce que c'est si choquant que ça? On va essayer de répondre à ces questions aujourd'hui parce que bon, moi j'ai pris ça très au sérieux dès le début. T'es encore énervé sur Twitch. Oui, dans ma revue de presse que je fais le mercredi et le jeudi de midi à 14h sur Twitch. C'est incroyable, c'est juste après ma matinale du lundi au vendredi de 7h à 9h. Oh là là, incroyable. Plus ils avancent et plus ils vont loin. Quand est-ce que vous foutrez des stops? Même l'autre Florence Parly, elle est pas foutue de foutre un stop. Vous avez vu ce qu'elle dit? Elle dit « Oh, faut pas exagérer, c'est des militaires en retraite, c'est pas très grave. » Bah si, c'est très grave. Merci The Sinnerman. Attends, alors pour toi, des généraux qui appellent l'armée à intervenir contre des hordes de banlieues si le pouvoir politique n'agit pas, c'est dangereux. Mais t'as entendu ta question, là? Non mais moi je suis d'accord parce que tu parles fort, mais faut convaincre les gens maintenant, parce que les Français ils sont plutôt d'accord avec la tribune. Une tribune qui choque le gouvernement, mais une majorité des Français qui soutient quant à elle son armée. Je pars du principe que chacun d'entre nous peut s'exprimer dans la mesure où il respecte la République. Je trouve tout à fait normal que les gens s'expriment et donnent leurs opinions. Bon, alors c'est quoi leurs opinions? Suffit de la lire, cette putain de tribune, vas-y. Bah oui, déjà on a l'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Ben tiens, quand tu veux justifier des mesures hyper radicales comme des purges, des génocides ou des déportations, des remigrations maintenant on dit, eh ben il faut persuader les gens que le péril il est mortel, qu'on n'a pas le choix. On va vous remettre notre petit schéma qu'on avait fait pour vous permettre d'identifier les discours d'extrême droite. De Hitler à Le Pen, de toute façon, c'est toujours la même chose. Une pensée du groupe, de la compétition dans le groupe et entre les groupes. Une compétition qui est juste et qui stimule et récompense la force. Sauf que cette compétition est faussée par des puissances cachées, des complots menés par des minorités exogènes qu'il faut combattre jusqu'au bout, par la persécution ou par la guerre, et ce n'est que légitime défense car le groupe est menacé d'affaiblissement ou même de mort. Donc là, dans cette tribune, vous avez tout. Là, le groupe qui complote et qui menace de l'intérieur, c'est évidemment les hordes de banlieue. Alors soit ils sont islamisés, soit ils sont antiracistes, mais enfin dans tous les cas, c'est un péril mortel. Oui mais attends, c'est pas grave, parce que la tribune a été signée par des généraux en retraite. Ils l'ont dit à la télé que c'était pas grave, le problème c'est Julien Bayou qui fustige les boomers. Désigner toute une génération comme adversaire de la cause climatique, est-ce que c'est bien raisonnable? Non, mais c'est pas du tout ça alors. Mais ça n'a rien à voir, on s'en fout de Julien Bayou et des boomers. Non mais attends, tu vas voir, il va essayer de parler de la tribune des généraux, mais le présentateur va lui dire que ce qui est important c'est les boomers. On nous parle que de ça. Là, on a 50 minutes d'émission. Oui, j'espère, parce que par exemple, il y a cette tribune de généraux factieux dans Valeurs Actuelles qui appelle à l'insurrection, la guerre civile. Florence Parly a réagi tardivement. Mais cette campagne, vous l'avez relayée sur votre compte Twitter personnel, c'est difficile cette campagne, de faire. Julien Bayou. L'autre avec sa veste moche là, il veut absolument parler du truc des boomers. Il le coupe, Julien Bayou il va s'excuser pour la 6e fois, mais il va réessayer de caser l'histoire de la tribune. Mais je redis, cette tribune de généraux factieux, 60 ans après le putsch d'Alger, je trouve vraiment problématique que ça passe quasi inaperçu, ou qu'on puisse dire que Parly... Ça passe pas inaperçu, j'ai lu des papiers tout le week-end dessus. Que la ministre de la Défense puisse répondre de manière aussi molle. Je trouve vraiment qu'on a un problème d'échelle des priorités. Je ne dis pas que c'est... Je suis encore pas du tout en défense. En attendant, certains Français ont pu être choqués, et c'est le cas de Pierre qu'on va entendre, c'est notre agriculteur de l'Essonne. Non mais tu vois, là, Pierre de l'Essonne, il a été choqué par les boomers, pas par la tribune des généraux factieux. On s'en branle de Pierre de l'Essonne, on s'en branle des boomers. Merde. Tiens, il a raison, Julien Bayou. De toute façon, les boomers, c'est des fascistes en puissance et c'est des gros cons. Voilà. Pas tous quand même. Bon, ok, pas tous, mais tiens, ce vieux blobfiche d'André Berkoff, là, le roi des boomers. Regardez dans quel délire ça l'a mis, la tribune des généraux. Non, mon enfant, je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi.
chérie, je rentrerai bien vite à la maison. La Strasbourgeoise, un très très beau chant militaire, la Strasbourgeoise, effectivement. Effectivement, très beau chant patriotique. Alors maintenant, on va accueillir des fachos pour dire des trucs de fachos, mais avant la chronique d'Elisabeth Lévy. De toute façon, on le voit bien, dans certains quartiers... Plus sérieusement, sur Sud Radio, Berkoff a accueilli un des signataires de la tribune, Fabre Bernadac, et l'ambiance était sympa. Ils ont commenté gaiement les premières réactions du gouvernement, notamment celle d'Agnès Pannier-Runacher. En tout cas, je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise. Alors voyez, vous ne représentez que vous-même, Jean-Pierre Fabre Bernadac, et les 2000 qui ont signé. Moi, je vais vous dire chiche. Chiche, qu'elle donne le droit aux gens d'Active de pouvoir signer. On va voir comment réagiront les gens d'Active. Vous savez, on est en contact avec les gens d'Active et on sait très bien ce qu'ils pensent. En tout cas, on sait ce qu'ils votent. On sait qu'ils votent à près de 40% pour le Rassemblement national. Mais le gouvernement se fait pas de soucis. Mais je veux vous dire, l'armée n'est pas concernée. Ces généraux ne représentent qu'eux-mêmes. Ce n'est pas exactement l'avis de Jean-Dominique Merchet qui s'exprimait au micro de France Culture. Il est journaliste et spécialisé dans les questions militaires. Est-ce que si l'on prend l'armée d'Active, est-ce qu'il y a un intérêt pour cette tribune ? Oui, parce que il y a une sorte de, comment dirait-on, pourrait-on dire, une sorte de fond de sauce idéologique comme ça que la situation intérieure ne va pas, les violences urbaines, la menace terroriste, tout ça. Comme quoi, oui, ils sont en retraite les généraux, mais enfin leur discours trouve tout de même un certain écho chez les militaires. Et c'est normal, ça correspond à leur vision du monde. Tu deviens pas militaire par hasard. Quand quelqu'un s'engage dans l'armée, c'est parce qu'il adhère à un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs de tradition, des valeurs de discipline, des valeurs d'ordre, des valeurs patriotiques, qui sont, disons-le brutalement, qui sont plutôt des valeurs que l'on retrouve à droite de l'échiquier plutôt qu'à gauche ou à l'extrême gauche où c'est écologiste. Seulement, normalement, ils sont censés être sous contrôle, ces gars-là, pas publier des appels à l'insurrection. L'armée, c'est censé être la grande muette. Ah, la grande muette. Moi, j'ai toujours cru que c'était la grande mouette. Je voyais pas le rapport avec le guano. Un militaire, ça répond aux ordres du pouvoir civil. Et si un jour le pouvoir civil vous demande d'intervenir, vous interviendrez. Et s'il vous demande de ne pas intervenir, vous n'interviendrez pas. En fait, vous devez vous taire. Vous êtes comme un canon ou un fusil. Vous êtes un outil. Bon, je vais refaire un schéma parce que ce sera plus clair. L'armée, c'est le pouvoir de la force. Dans les sociétés humaines, c'est presque logique que la force s'impose. Le conquérant règne. C'est vrai pour Alexandre le Grand comme pour Napoléon. Le pouvoir politique et le pouvoir militaire ont très souvent été liés. Le fait de les séparer et d'inféoder l'armée à un pouvoir civil, c'est une trouvaille assez récente en fait. Dans la démocratie athénienne, ceux qui gouvernent, ce sont ceux qui se battent, qui ont des armes. Et puis dans le système féodal, les nobles aussi, ce sont ceux qui ont les armes. Nous, on a avancé un peu. La société civile se gouverne elle-même. Une partie de cette société civile s'est même spécialisée là-dedans, c'est ce qu'on appelle la classe politique, et c'est pour ça que très symboliquement, le chef de l'État, émanation de cette société civile, est le chef des armées. Donc l'armée obéit à nous, en fait. Elle ne nous dirige pas, ne se mêle pas de politique, et c'est pour ça que Thomas Legrand s'énerve. Le fait que l'armée obéisse, c'est primordial dans une société qui se veut démocratique. Vous dites dans votre texte, il y arrivera un moment où l'armée sera obligée d'intervenir. Donc, qui est-ce qui décide? C'est pas vous qui le décidez. Alors vous pouvez en faire l'analyse, mais vous n'avez pas à le décider, vous n'avez pas à le dire. Vous n'avez pas à le dire, vous avez à vous taire et à obéir, c'est votre métier. C'est pour ça que l'argument selon lequel l'armée devrait avoir le droit de s'exprimer, il ne tient pas. L'armée, c'est pas un corps intermédiaire, c'est pas un syndicat ou un parti politique. D'ailleurs, on leur a filé le droit de vote qu'en 45, et ils n'ont pas le droit d'avoir de syndicat, c'est pas pour rien. Donc remettre ça en question, s'imaginer par exemple que les militaires pourraient intervenir dans le débat public, ou même intervenir militairement de leur propre chef, c'est une vraie menace sur la forme républicaine de l'État, c'est pour ça que Jean-Luc, il était colère. Tout cela est allé déjà beaucoup trop loin. Il est temps de calmer le jeu. Il est temps de faire baisser le ton de ce qui est en train de se faire, de se nouer, de se tramer ici et là. On ne peut pas continuer comme ça. Mélenchon est intervenu avec gravité pour demander qu'on prenne cette affaire au sérieux, ce qui a d'ailleurs fonctionné, parce qu'il faut reconnaître que jusque-là, personne n'avait trouvé ça choquant. Un silence incroyable du garde des Sceaux et un babil sans conséquence de la part de la ministre des Armées.
Il y a d'autres questions sur le sujet. Vous voyez, il est même devenu violet, tellement l'heure est grave. Et sans trucage, on n'a pas touché aux couleurs. Si les Français semblent disposés aujourd'hui à écouter ces militaires factieux et fascistes, c'est qu'ils ont l'impression que c'est peut-être les derniers à prendre au sérieux les intérêts de la patrie, de la nation. C'est d'autant plus facile que la classe politique dans son ensemble est largement discréditée. Elle, qui devrait représenter les intérêts de la société civile, a fini par s'autonomiser à mesure qu'elle se professionnalisait. Les Français ont l'impression qu'elle s'est mise au service non pas de la société, mais d'elle-même et bien sûr des puissances d'argent qui inspirent ces politiques inégalitaires. L'armée redevient un recours. D'autant plus que finalement, ces militaires d'extrême droite, ils parlent comme la classe politique. Bah oui, ils parlent de l'islamo-gauchisme, ils parlent des décoloniaux, ils parlent d'un antiracisme devenu fou. J'y reviens parce que ça revient à ce que je vous disais à l'instant sur l'islamo-gauchisme et qui explique qu'il y aurait une forme de racisme structurel, systémique en France. Vous utilisez exactement les mêmes mots que la Tribune, hein. C'est très frappant. Oui, non, mais moi j'ai la Tribune, je l'ai sous les yeux, hein. Un certain antiracisme qui ferait partie de ce qui conduit au délitement de la France, qui crée sur notre sol un mal-être, une haine entre les communautés. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Bon, la nièce Le Pen, c'est normal qu'elle parle comme ça, mais on a entendu ces mêmes mots dans la bouche de Valls, de Blanquer, de Vidal. Vous leur avez tous cédé. Tout. Vous parlez comme l'extrême droite, vous légiférez comme l'extrême droite, et depuis cet été, vous vous tirez la bourre, là, dans un genre de surenchère, comme ça, là. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Ça fait des mois que vous avez pointé du doigt l'ennemi intérieur, les musulmans, et la gauche, et donc vous avez critiqué les syndicats, les intellectuels, la presse, l'université. C'est ça les corps intermédiaires dont on parle tout le temps. Ce sont eux qui, émanant de la société civile, jouent un rôle de rouage vers la classe politique. Mais la classe politique les a discrédités pour régner seuls parce que c'est plus commode. Sauf que ça, les fascistes, c'est ce dont ils rêvent. Plus d'intellectuels, plus de contestation, il n'y a plus de dialogue, d'aller-retour entre la société et sa classe dirigeante. La classe dirigeante seule diffuse ses discours et sa propagande, et c'est elle qui crée une opinion publique docile. Et quitte à choisir entre deux pouvoirs verticaux, aujourd'hui certains se disent qu'à côté de cette classe politique manipulatrice et corrompue, l'armée a l'air plus intègre. Macron avait essayé de charmer l'extrême droite avec son « en même temps ». Il s'était affiché avec De Villiers, il leur avait donné des gages avec des Blanquer, des Darmanin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant pour que les forces d'extrême droite de ce pays, dans l'armée, dans la police, se tiennent tranquilles. D'ailleurs, même De Villiers a fini par lâcher Macron. Il veut qu'on passe à la vitesse supérieure, il appelle à l'insurrection, tranquille. Qu'est-ce qui vous a fait, Emmanuel Macron ? On vous a connu comme larron en foire, vous disiez qu'il était votre ami, vous le présentiez comme un jeune prodige, il a accédé à presque toutes vos demandes pour la réouverture du Puy du Fou, et maintenant vous balancez tout dans un livre. Qu'est-ce qui vous a fait ? Alors, il y a deux choses, il y a l'amitié et il y a la vérité. Ah, vous avez l'air con maintenant, parce que vous avez dit à tout le monde que les réunions non mixtes, les décoloniaux, les islamo-gauchistes, c'était un péril mortel pour la République. Et au bout d'un moment, les gens, ils y croient, ils veulent des solutions. Et si le péril est mortel, faut pas s'étonner que les gens aillent vers les solutions les plus radicales. Et c'est pas la République et l'état de droit qui va leur offrir les solutions radicales. Vous vouliez une menace grave contre la République ? La voilà, la police qui s'autonomise et cette tribune-là. Elle n'a pas été signée que par des fascistes à la retraite. Des milliers d'autres militaires soutiennent l'esprit de cette tribune. Et faut que les insoumis fassent une conférence de presse pour qu'on commence à prendre le truc au sérieux. Il y a des nazis dans l'armée et il faut que Mediapart les affiche pour qu'on commence à parler de sanctions. Alors c'est vrai, après les premières révélations de Mediapart, il y a eu quelques sanctions. Par exemple, un militaire qui avait la devise SS tatouée a fini par être radié. Mais d'autres sont encore dans les rangs de l'armée. Par exemple, le militaire Teddy M, Totenkopf tatoué sur le bras et devise de la SS sur le torse. Selon une source proche du dossier, il se serait vanté d'être trop précieux pour être viré. Aujourd'hui, des militaires donc se proposent de régler le problème, et vous pensez qu'ils vont leur faire quoi aux hordes de banlieue et aux islamo-gauchistes que vous avez désignés comme l'ennemi intérieur? Dans la tribune, c'est assez clair, demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant, et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Donc ce sera pas un grand débat ou une convention citoyenne, et c'est vous qui leur avez préparé le terrain. Beau boulot. À lundi prochain. On n'est pas très positif quand même dans l'épisode. Tu veux que je te dise quoi de toute façon? Que la gauche avait gagné en 2022, que tout va s'arranger. Non mais la gauche qui gagne quand même pas, faut pas abuser, mais quand même être un peu sympa quoi. C'est la merde mon gars. C'est la merde.